Bienvenue dans Info Hebdo, l'info du Nord sélectionnée, recherchée, sourcée par nos journalistes de Médias Ténois. Chaque semaine, ils vous expliquent les sujets qui ont fait l'actualité. Pour cette dernière émission de l'année, je précise, on se retrouve évidemment en janvier 26. Je suis entourée de 3 journalistes de Médias Ténois en ordre alphabétique: Nelly Guidici, Denis Laure et Cristiano Pereira. Bonjour à tous les 3. Bonjour. Bonjour. Salut tout le monde. Que s'est-il passé cette semaine dans les territoires du Nord-Ouest et alentours? Au programme de cet épisode d'Info Hebdo, on va parler avenir au TNO, pistes d'amélioration de la GRC et plaintes contre le Canada et le Yukon. On commence par toi, Cristiano. Bientôt la fin de l'année 2025, voici venu le temps de se projeter dans l'année 2026. Tu as fait le point sur les projets, les travaux ou encore les infrastructures à venir dans les TNO. Alors, quand on parle justement d'infrastructures, on pense souvent à de grandes inaugurations. Donc, à quoi faut-il réellement s'attendre pour l'année prochaine? Oui, 2026 qui va maintenant commencer sera surtout une année de chantier et de travail sur le terrain plutôt qu'une année avec des grandes inaugurations. Du côté du gouvernement territorial, l'accent sera plutôt mis sur l'entretien et sur la réhabilitation. Donc, récupérer les routes, drainage, remplacement de ponceaux et travaux de chip seal sur plusieurs routes. Il y aura aussi des projets visibles qui avancent, comme les travaux à l'aéroport d'Inuvik, par exemple, ou la construction du centre territorial de gestion de feux de forêt à Fort Smith. Et à l'échelle municipale, notamment Yellowknife, la logique est similaire. C'est plutôt pavage des rues, réparation liée au réseau d'eau et d'égouts et modernisation d'infrastructures existantes. Et voilà, quelques aménagements dans les parcs. Et alors, même les grands projets comme le pont Frank Channel à Baie de Choco, ça va être pareil? Oui, le pont Frank Channel est déjà en construction, oui. Les travaux sont déjà bien visibles, mais ce n'est pas un projet qui sera inauguré cette année, en 2026. Selon le ministère de l'infrastructure, le nouveau pont devrait ouvrir juste à l'automne 2027 et la fin complète du projet est prévue pour 2028. C'est quand même un bon exemple de la réalité nordique. C'est des projets structurants, essentiels pour la sécurité et mobilité, voilà, mais qui prennent plusieurs années. On retrouve aussi la même logique du côté de la ville, mais avec des projets majeurs comme le remplacement de la station de pompage numéro 1, comme ils appellent, qui se déploie aussi sur le long terme. Mais alors, on peut se demander quand même, parce que là, tu nous parles donc pas de 2026, mais il faut attendre 2027. Alors, pourquoi les projets d'infrastructure prennent souvent autant de temps dans le Nord? Oui, il y a plusieurs facteurs. D'abord, les coûts sont élevés et les budgets restent limités. Surtout dans un territoire vaste et peu peuplé. Ensuite, il faut qu'on rappelle que la saison de construction ici dans le Nord est très très courte, souvent limitée à quelques mois durant l'été. Et à ça s'ajoute aussi les défis liés au climat, les gels de pergélisol, les périodes de sécheresse, voilà, aussi les difficultés d'approvisionnement vers certaines régions qui sont plus isolées. Donc, voilà, que ce soit au niveau territorial ou municipal, tout ça oblige les autorités à planifier très tôt et à étaler les projets sur plusieurs années, même quand les besoins sont plus urgents. Pas de grands projets, donc on ne verra pas de grands projets en 2026. Il faudra patienter 2027, mais il y aura quand même pas mal de travaux dans les TNO, ça, il y en aura, en tout cas.
Voilà. Merci Cristiano. Alors on Merci. passe à toi, Denis. La Yellowknife Women's Society, la Gendarmerie royale du Canada et la Fondation canadienne des relations raciales ont déposé conjointement une déclaration le 11 décembre dernier. Alors est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et nous détailler sur quoi porte cette déclaration? Ouais, c'est un genre de plan d'action pour améliorer la relation entre la GRC et les femmes sans-abri à Yellowknife. Comme on s'en doute, sont en majorité autochtones. Ça fait suite à un rapport que la Yellowknife Women's Society avait produit en avril 2024. Ça s'intitulait « Force policière excessive, protection insuffisante, recommandations pour améliorer la relation entre les femmes autochtones sans logement et la GRC à Yellowknife ». En anglais, les titres utilisaient Over-policed and Under-protected. C'est comme surpolicé et sous-protégé. Je trouvais que c'était plus percutant. D'ailleurs, le mot surpolicé, ça existe en français. Bref, un rapport de 93 pages qui dit que la GRC de Yellowknife devrait en faire moins et le faire mieux. C'est un rapport qui dénonçait le racisme et le sexisme, le manque d'imputabilité institutionnelle. Le rapport contient plusieurs recommandations du côté de la GRC, mais aussi du côté de ce qui cause les interventions de la GRC. Donc, on parle des problèmes de logement, problèmes de ressources en santé mentale, en addiction, etc. Et alors, concernant la Fondation canadienne des relations raciales, qu'est-ce qu'elle a tenu à souligner dans cette déclaration? En fait, normalement, elle n'était pas dans le portrait parce que suite à la diffusion du rapport, il y avait une table de concertation avec les organismes de Yellowknife, la GRC, la Yellowknife Women's Society et l'Association des femmes autochtones des TNO. Mais ça n'avançait pas assez au goût de la Yellowknife Women's Society. Alors, elles ont quitté la table de concertation. Puis, un certain temps après, elles ont rencontré des gens de la Fondation canadienne des relations raciales, qui est habituellement basée à Ottawa, qui étaient venus à Yellowknife. Et la Fondation canadienne a proposé à la Yellowknife Women's Society de retourner à la table de concertation, de jouer un rôle de facilitateur dans le dossier. Et ça a porté des fruits. Finalement, j'ai parlé à la directrice de la Yellowknife Women's Society, Renée Sanderson. Elle était très reconnaissante du rôle joué par la Fondation canadienne des relations raciales. Alors, quels sont les engagements annoncés dans cette déclaration? C'est pas mal tous des engagements du côté de la GRC qui étaient, qu'il faut dire, plutôt pris à partie dans le rapport de la Yellowknife Women's Society. D'abord, des aînés, des jeunes et des membres de la Yellowknife Women's Society vont assister à une formation simulée de sensibilisation des agents de la GRC aux réalités autochtones. Donc, les gens vont pouvoir évaluer la formation et dire qu'est-ce qui pourrait être amélioré. D'ici le 30 janvier, un des employés du détachement de la GRC à Yellowknife va être chargé de faire la liaison avec la Yellowknife Women's Society. Donc, une meilleure communication, quelque chose de plus limpide pour dire qu'est-ce qui ne va pas, pour voir si la GRC intervient moins et mieux auprès des femmes sans-abri. Et puis, le 31 mars 2026, la GRC veut lancer une campagne de recrutement spécifique pour des agents autochtones, si possible des TNO. Je n'ai pas de cible, je ne sais pas combien d'agents qu'on cherche, combien de femmes. Ce que je sais, c'est qu'il y a déjà eu des agents autochtones à la GRC. Il y en a en poste actuellement au TNO, mais pas à Yellowknife. Par contre, il y a un problème de rétention. Mais les agents autochtones dans la GRC partout au Canada, c'est un problème. Ça a fait l'objet d'un rapport fédéral en 2023. Je ne pense pas que la situation est encore complètement corrigée. Merci beaucoup, Denis. On peut évidemment retrouver tous tes sujets comme celui-ci, encore plus complet que ce que tu nous as raconté maintenant, et surtout agrémenté d'interviews, d'entretiens dans ton émission Territoire d'info, à retrouver sur notre site internet mediatenoa.ca et sur toutes les plateformes d'écoute. Alors Nelly,
Maintenant à toi, tu clôtures cette semaine et donc cette année le bal d'Info Hebdo avec une affaire qui t'aura bien occupé en 2025, l'accident de la mine Eagle Gold au Yukon qui a eu lieu il y a 1 an et demi maintenant. Alors aujourd'hui, malgré le temps qui passe, la catastrophe est toujours bien présente et la Première Nation de Nacho-Nyakdun, dont les terres et la vie ont été fortement impactées, a lancé une action en justice contre le gouvernement fédéral et celui du Yukon. Alors, pour quelles raisons cette plainte a été déposée tout d'abord? Alors, cette décision, elle a été prise conjointement par les citoyens, les aînés, la chef de la Première Nation, suite à l'Assemblée générale de juillet 2025. Et c'est vraiment un ras-le-bol général qui a motivé cette décision de passer à l'étape supérieure et de faire cette action en justice. Les citoyens, ils en ont assez de la destruction de leur territoire, de la contamination qui a eu lieu suite à l'affaissement sur le site de la mine. Bien évidemment, les impacts sont dévastateurs, non seulement sur la biodiversité, sur leurs terres, mais sur leur culture aussi. J'en ai déjà parlé il y a quelques semaines. Ils ne peuvent plus utiliser leur camp de pêche traditionnel dans le ruisseau Agarth et dans la rivière McQuesten qui sont en aval du site minier. Alors finalement, pour revenir plus sur le plan juridique, la Première Nation, elle réclame justice en fait parce que cette affaire de l'accident de la mine Eagle Gold je ne veux pas dire que c'est la cerise sur le gâteau, mais ça illustre la mauvaise gestion qui dure depuis des décennies et des décennies sur l'exploitation minière dans le territoire du Yukon. Donc, la Première Nation cherche vraiment à ce que ça soit révélé, en fait, cette mauvaise gestion, et ils souhaitent aujourd'hui que le régime minier, un nouveau régime minier soit mis en place pour que ça reflète les promesses qui ont été signées dans les traités, notamment en 1993, dans lesquels il doit y avoir des consultations entre les gouvernements, donc le gouvernement fédéral, mais aussi le gouvernement du Yukon et la Première Nation, sur tous les projets qui ont lieu sur leur territoire traditionnel. À ce jour, la consultation, elle reflète pas du tout ce qui est écrit dans le traité. La chef avec qui je me suis entretenue m'a indiqué que là, en ce moment, il y a plus de 150 projets sur leur territoire traditionnel et qu'ils n'ont tout simplement pas le temps, pas les ressources pour décider et se positionner sur tous ces projets. Et pour eux, c'est pas du tout le type de consultation auquel ils s'attendent parce que ça reflète pas ce qu'ils voulaient. Ils voulaient vraiment du travail de gouvernement à gouvernement, une consultation qui ait du sens. Donc voilà, ils réclament justice et puis surtout, ils ont aussi demandé la suspension de tous les jalonnements sur leur territoire traditionnel parce qu'il faut savoir que donc il y a des projets en cours et que surtout la contamination n'est pas contenue sur le site de la mine Eagle Gold. Et alors, est-ce que l'enquête publique, tu nous en avais parlé ici même de cette enquête, est toujours demandée? Oui, alors ça, c'est une demande distincte en parallèle. Ça fait plus d'1 an qu'elle est demandée. Cette enquête, en fait, doit faire la lumière tout simplement sur des responsabilités, sur ce qui n'a pas été fait, sur ce qui aurait dû être fait par toutes les parties tenantes de la mine. Donc, on parle du gouvernement fédéral, du gouvernement du Yukon, on parle de Victoria Gold aussi, la compagnie minière qui était propriétaire de la mine, Eagle Gold. Si une enquête publique est mise en place, on ne le sait pas encore, il n'y a pas de décision qui a été prise, mais si elle est mise en place, elle sera menée par le bureau du vérificateur général du Canada, mais pour le moment, le bureau ne s'est pas positionné ou n'a pas indiqué démarrer une enquête pour 2026. Et alors, côté gouvernement du Yukon, est-ce qu'il a réagi? Alors oui, je rappelle juste que le gouvernement, on a un nouveau gouvernement du Yukon suite aux élections territoriales du 3 novembre. Donc le gouvernement, oui, il a réagi, a partagé sa position le 12 décembre 2025 par l'intermédiaire de Tim Kucharuk, qui est attaché de presse au cabinet du Premier ministre du gouvernement du Yukon. Alors, il m'a indiqué que la plainte était étudié de leur côté. Par contre, il a indiqué qu'il souhaitait que le dialogue
le dialogue soit mis en place. En fait, ce sont de nouvelles personnes en poste. Donc, le dialogue soit mis en place avec le gouvernement, les nouveaux ministres et la chef, Donna Hope, la chef de la Première Nation, Natchoniak Dunn, parce que selon eux, il y a vraiment une volonté, enfin en tout cas ce que M. Koucharouk m'a exprimé, c'est qu'il y a une volonté de travailler de gouvernement à gouvernement et de mettre en place vraiment des discussions et des discussions pour essayer d'avancer positivement sur ce dossier. Ils ne se sont pas encore rencontrés parce qu'il y a eu une vague de froid dans le territoire au mois de décembre, mais il m'a indiqué qu'une rencontre devrait avoir lieu donc entre le gouvernement et la chef et les représentants de la Première Nation Natchoniak Dunn en janvier 2026. Donc, encore une affaire à suivre pour toi, Nelly. Je pense que 2026 Absolument. va encore être focus sur la mine Eagle Gold. Merci beaucoup, Nelly. Je vous remercie toutes et tous pour cette dernière émission de l'édition 2025. Alors, on se retrouve non pas la semaine prochaine, mais le 8 janvier pour un tout nouvel épisode d'Info Hebdo. Et en attendant, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Merci. Bonne fête à tous. Bonne année. Vous pouvez retrouver les articles au complet et bien d'autres en accès libre directement sur notre site internet à l'adresse mediatenois.ca. Le fil d'actualité est mis à jour quotidiennement. Pour ne rien louper, n'hésitez surtout pas à vous inscrire également sur notre site à notre infolettre pour recevoir votre journal chaque vendredi dans votre boîte courriel. Et vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, cherchez Fil Info Ténois, et sur X, Blue Sky et YouTube, cherchez Média Ténois.